En quelques mots, je vais vous présenter notre conférencier. Vous l'aurez sans doute reconnu, Josley. Nous sommes toute l'équipe de la Régionale de Nantes est très honorée de vous compter parmi nous. Et puis, vous soyez là pour clôturer ces journées nationales. Josley vient d'Anvers pour notre conférence de clôture. Il travaille beaucoup sur la visualisation des mathématiques pour des livres, des magazines notamment, et il a collaboré, vous le savez sans doute, avec Étienne Gis pour deux longs métrages, Dimension et Chaos, que vous connaissez, j'en suis certain. Il a également, c'est ce que l'on disait sur notre BGV, un magnifique site que vous avez sans doute visité avec de très belles animations de topologie algébrique. Josley va nous parler des fractales qui, si on ajoute une troisième dimension, nous font entrer dans un autre monde, donc au cœur de nouveau de surprenantes mathématiques, vous l'aurez bien compris. Merci. D'abord, merci à l'organisateur de m'avoir invité. Je suis honoré. Mais merci aussi à vous d'être ici si nombreux, car avec les conférences de clôture, on ne sait jamais. Et il m'est arrivé il y a 6 mois, c'était aussi une conférence de clôture qui se déroulait en fin d'après-midi. Et 80% du public était déjà en route vers la gare. Et là, il n'y avait pas de grève, donc... on a dit que je viens d'Anvers. À Anvers, on parle flamand. On m'a conseillé que ce ne serait pas une bonne idée de donner une conférence en flamand. En revanche, vous allez devoir écouter un exposé en français avec un accent anversois. Et probablement quelques fautes de grammaire. Encore sur l'introduction, c'est toujours un peu énervant de se trouver devant une salle comme aujourd'hui et de se réaliser que je suis probablement le seul qui n'est pas mathématicien. Mais j'ai un hobby un peu spécial. J'aime faire des images et des animations basées sur rien d'autre que les maths. Je fais ça depuis un certain temps déjà. Ça, c'est mon premier ordi. J'ai acheté cette machine en 1981. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'ai acheté. C'était pourtant assez cher à l'époque. Mais c'était le temps où on commençait à voir dans des magazines les premières images de fractales. Je peux vous le prouver. Google sait tout. Hein? Google nous dit que le mot fractal en livre a cette graphique-là. Ça commence au début des années 80. Avant de commencer de parler sur le fractal, prenons une définition. C'est quoi une fractale? Remarquez d'abord que le mot fractal est féminin. Donc, il y a 40 ans, quelqu'un a dû prendre la décision sur le genre des fractales. Comment? Je n'en sais rien. Mais c'est devenu féminin, disons, à cause de la beauté des fractales. Donc, voilà la définition. Donc, un objet mathématique où on trouve des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou grandes. Donc, similaires, les détails ne doivent pas être identiques. Être similaires, ça suffit. Vous avez probablement déjà vu des images de fractales. Mais il faut dire, à l'époque, en les années 80, personne n'avait vu ça.
et on ne croyait pas ses yeux, pour ainsi dire. Je vais essayer aujourd'hui de vous montrer un grand nombre de fractales. J'espère des fractales que vous n'avez encore jamais vus. J'espère aussi que ça va être des fractales surprenantes. Mais je crois qu'il est bon de commencer modestement avec l'icône des fractales, l'ensemble de Mandelbrot. Vous allez voir, ça va nous aider dans la suite. Voilà une des premières images, disons, grand public, un détail de l'ensemble de Mandelbrot qui était sur la couverture de Scientific American en 1985. Et en 1985, on avait déjà fait beaucoup de progrès dans la qualité graphique, car juste quelques années plus tôt, la première image de l'ensemble de Mandelbrot était probablement quelque chose comme ceci. Donc, c'est quoi l'ensemble de Mandelbrot? Je suppose que vous ne jouez pas avec ces choses tous les jours, donc une petite leçon sur l'ensemble de Mandelbrot. Je dois faire attention de ne pas faire des fautes, car professeur Mandelbrot nous regarde. Donc, on est dans le plan complexe. On prend un point et on prend un variable qu'on met à 0. Z est 0. Puis on fait l'itération. Z devient Z carré plus C, le point en question. Donc, le premier pas, Z sera 0, puis Z est C, puis Z est Z carré plus C, et ainsi de suite. À chaque itération, on va contrôler la module de Z, la valeur absolue. Si cette valeur absolue devient plus grande qu'une certaine limite, le point va continuer à s'éloigner de l'origine, ça s'envole vers l'infini, et on ne fait plus rien, on ne met pas de couleur sur le point C. Si après un certain nombre d'itérations, le point n'a pas encore échappé, on va colorier ce point. C'est peut-être plus clair avec une petite démonstration. Voilà, j'ai rempli tout le plan avec des points, des petites billes, et je mets en marche l'itération. Voilà. Les points ont dansé sur le rythme de l'itération. La musique s'arrête. Tous les points qui sont encore là, ils doivent reprendre leur position originale. Ils font ça bravement, et voilà ce qu'on obtient. C'est l'ensemble de Mandelbrot. Si on fait ça, non pas avec des points discrets, mais avec tous les pixels de l'image, ça devient ceci. Et avec quelques itérations, en plus, on a le vrai ensemble de Mandelbrot. C'est évidemment pas une bonne idée de colorier l'extérieur en blanc. Ce n'est pas très beau. Il y a des douzaines de manières d'y attribuer une couleur. Et cette couleur, ça vient toujours de l'itération. Ça peut être très simple, comme le nombre d'itérations qu'il faut pour qu'un point s'éloigne plus loin que notre frontière, là. Ou ça peut regarder la vraie trajectoire d'un point qui s'éloigne et donc distiller une valeur qu'on peut associer à une palette de couleurs. Voici un exemple. Techniquement, est-ce qu'on pourrait encore diminuer un peu la lumière qui tombe sur l'écran? Ce sera mieux, je crois. Si moi je suis dans le noir, ça ne fait rien.
Ok, merci. L'ensemble de Mandelbrot est évidemment connu. Oui. Ok. On continue. L'ensemble est évidemment le mieux connu, je crois, pour son détail infini. Et pour voir ça, il faut faire un zoom. Donc, on va regarder de plus en plus près, quelque part sur le bord de l'ensemble de Mandelbrot, et ça continue. Vous voyez, on découvre des détails similaires à toute échelle. C'est une vraie fractale. Voilà, on va s'arrêter là. Mais comme vous voyez, l'ensemble n'abandonne jamais. On peut continuer comme on veut. Ici, où est-on? On est à une magnification 10 pouvoir 19. Cela veut donc dire que si l'image du début avait une largeur d'1 mètre, ici on regarde le détail d'une image qui fait 1000 années-lumière. Donc, ce n'est pas un problème de ne faire rien d'autre le reste de sa vie, d'explorer les zooms sur l'ensemble de Mandelbrot. Il y a beaucoup à explorer et si je vous dis que je peux facilement vous montrer un zoom qui va vers 10 pouvoir 100 et sur YouTube, vous allez trouver des zooms qui vont même à 10 pouvoir 1000. Donc c'est incroyable le détail qu'on trouve là. Mais moi personnellement, j'ai fait beaucoup de ces zooms. À la fin, on commence de manquer quelque chose, de se dire que tout cela serait plus beau s'il y avait du relief. Mais faire du relief sur quelque chose qui vit dans le plan complexe, ce n'est pas évident. Hein? Le plan complexe est assez plat. Hein? On va devoir tricher un peu. On regarde de nouveau l'itération. Et cette fois-ci, on introduit un nouveau variable qu'on nomme dz, qui au début est égal à 1. Et dans l'itération, dz évolue comme 2z dz plus 1. C'est comme la dérivée de la formule principale. On a donc un point qui s'envole. Après un certain nombre d'itérations, on regarde cette formule-là. Et cette formule, ça donne une valeur pour la distance du point le plus proche sur l'ensemble de Mandelbrot. C'est une invention française qui vient du mathématicien Adrien Douady. Donc les courbes que vous voyez là, ce sont des points qui sont tous à la même distance de l'ensemble de Mandelbrot. Mais ces courbes-là, ça fait penser un peu à des lignes de niveau sur une carte topologique. Donc si on associe à chaque distance de l'ensemble une certaine fonction de profondeur, on peut représenter l'ensemble de Mandelbrot comme ceci. Maintenant, on est en 3D. Hein? C'était notre but. Sur ça, on peut toujours faire des zooms sur des petits détails. Mais maintenant, il y a du relief, il y a de l'ombre. Selon moi, c'est plus beau. Encore un autre.
Et comme on est en 3D, on peut prendre notre petit avion, survoler un peu le paysage. Ici, j'ai mis de l'eau à l'extérieur pour le faire un peu plus dramatique. De l'eau virtuelle, évidemment. Mais jusqu'ici, pour arriver en 3D, on a triché un peu. Hein. On a pris l'extérieur de l'ensemble et on l'a poussé en bas. Mais imaginez maintenant une vraie fractale en 3 dimensions. Quelque chose qui se comporte comme l'ensemble de Mandelbrot. Donc, par exemple, un ensemble de points en R3 qui sont les points qui ne s'envolent pas vers l'infini sur un certain algorithme itéré. Comment doit-on faire pour dessiner quelque chose comme ça dans l'ordinateur? Pour un fractal en 2 dimensions, c'est assez simple. Chaque pixel de votre image devient un nombre complexe. On fait l'itération et ça va définir comment colorier ce point. Mais ici, ce point, il vole partout. Hein? Ils sont en 3 dimensions. Comment faire? Voilà, une petite leçon. Ceci est une représentation de ce qui va se passer à l'intérieur de votre ordinateur. Ici à droite, c'est l'image qu'on va produire d'un objet qui se trouve à l'autre côté. Ce petit monstre-là, ça représente un fractal en 3 dimensions. Au milieu, on a une lentille d'une caméra. Donc, vous savez, une image digitale, ça consiste de pixels. Tout ce qu'on doit faire, c'est déterminer la couleur de chaque pixel. Et pour ça, on va lancer une droite qui démarre en 1 pixel par la caméra en direction de l'objet fractal. Et on veut savoir si cette droite va couper cet objet, s'il y a un point d'intersection ou pas. Mais cet objet, ce n'est pas un objet géométrique. Hein? Ce n'est pas une sphère ou quelque chose bien défini, car dans ce cas, on pourrait calculer analytiquement s'il y a un point d'intersection ou pas. Ici, on est un peu aveugle. Et ce qu'on va faire, c'est de faire avancer un point sur cette droite, qu'ici on appelle un rayon, car tout le système ici s'appelle lancer de rayons, ray tracing en anglais. Un point va avancer et on va contrôler si ce point va rencontrer l'objet ou pas. Donc, on met un point dans la lentille de la caméra. On connaît les coordonnées X, Y, Z de ce point. On fait l'itération. Disons qu'on trouve que le point s'envole vers l'infini. C'est déjà une bonne nouvelle, ça veut dire que notre caméra n'est pas à l'intérieur de l'objet. Donc on peut avancer. On peut prendre un pas en avant. Mais quel pas? On n'en sait rien. Hein? Un tout petit pas, c'est peut-être déjà trop. On a peut-être déjà raté une petite partie de l'objet. Non, ce qu'il nous faut, c'est une estimation de distance. Et on a vu ces estimations de distance, ça existe. Et dans le cas en 2 dimensions, on avait une expression pour l'estimation de distance. Donc, supposons que nous trouvons ça ici aussi. On fait l'itération et on en déduit
une estimation de distance. Ça va donc dire que dans une sphère, autour de notre point, il n'y aura aucun point de l'objet fractal. On pourrait donc avancer sur le rayon avec un pas qui est égal à cette estimation de distance. Mais il faut se méfier un peu de ces estimations de distance. Elles ne sont pas très correctes, surtout quand on est encore loin de l'objet. Donc, on va diviser la distance qu'on trouve par un facteur de sécurité. Donc, on avance comme ceci, par exemple. OK, on est là, on refait l'itération. On trouve une nouvelle estimation de distance. Et on avance. Et on refait ça. On a besoin de, parfois, beaucoup de pas pour arriver à un moment où l'estimation de distance est plus petite qu'une certaine valeur qu'on s'est donnée au début. Et à ce point-là, on dit qu'on a trouvé un point d'intersection avec l'objet. Il est aussi possible que le rayon rate l'objet. Donc, dans ce cas, l'estimation va devenir plus petite et puis agrandir de nouveau. Et dans ce cas, on va arrêter tout quand le point est à une certaine distance de la caméra. Et on va colorier, dans ce cas, le point dans la couleur du fond. Disons que ici, c'est blanc. Voilà, on a donc un point d'intersection. On peut donc colorier le pixel dans la couleur de la fractale, qu'on peut choisir. Disons orange. Mais si on ne fait que ça, on va arriver avec une image qui a un fond blanc et puis une grande tache orange. Car on ne va pas voir le relief de l'objet. Et pour ça, il nous faut encore autre chose. Il nous faut la normale sur l'objet fractal. Et un petit problème, les objets fractals, normalement, n'ont pas de normale. Ils sont lisses nulle part, donc pas de dérivée possible. Mais on ne va pas laisser une petite chose comme ça gâcher notre plaisir. Ce qu'on va faire, c'est de lancer encore deux autres rayons, tout près du rayon qu'on a déjà. Donc ça veut dire avancer un point, itération, un pas en avant, jusqu'à ce qu'on trouve encore deux points d'intersection. Donc je prends mon microscope et je regarde le point rouge là, qui vient du rayon en rouge qu'on avait déjà. On a deux nouveaux rayons qui arrivent. On a donc 3 points sur l'objet fractal. On les connecte, ce sont les deux vecteurs en vert. On fait le produit vectoriel, ça donne le vecteur en bleu. Et on affirme que ça, ce vecteur en bleu, c'est la normale. Puis, on va mesurer l'angle entre le normal et une droite qui va vers ce point jaune, et ce point jaune représente une source de lumière. Si cet angle est petit, ça veut donc dire que la source de lumière est tout droit en dessus de l'objet. C'est donc très bien éclairé. On va colorier le point dans un orange très clair. Quand l'angle devient plus grand, on prend une couleur progressivement plus sombre. Si l'angle est plus grand que 90 degrés, ça veut dire qu'on ne peut pas voir la source de lumière de ce point. Et le point est donc à l'ombre. Donc l'orange doit être encore plus sombre. Mais il est aussi possible que de ce point-là, on ne peut pas voir la lumière parce qu'il y a une partie
de l'objet qui est entre le point et la lumière. Donc pour vérifier ça, il faut lancer encore un rayon qui part de la lumière en direction du point qu'on a déjà. Et si le point sur ce rayon arrive au même point, il n'y a pas de problème. Si ce point arrive à un autre point, le point en question sera à l'ombre. Voilà, avec ça, nous avons achevé tout ce qu'il faut faire pour pixel numéro 1. Dans la plupart des cas, encore 1 million de pixels à faire. Mais on a fait ça, on arrive à une image de l'objet fractal. Ce que j'ai expliqué maintenant, c'est le lancer de rayons bon marché. C'est la version la plus simple. Car pour avoir des images qui sont encore plus réalistes, on peut faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, normalement, une source de lumière n'est pas un point. La source de lumière a un certain volume. Donc ça veut dire, pour prendre ça en compte, il faut tirer beaucoup plus de rayons qui partent de la source de lumière. On va avoir des ombres qui ne sont pas très nettes, on va avoir des ombres qui sont plus floues, comme c'est le cas en réalité. Donc, vous voyez, les calculs peuvent devenir très lourds pour cette sorte de choses. Voilà, nous avons maintenant une méthode pour dessiner des fractales en 3 dimensions. Essayons d'en faire quelque chose. Pourquoi pas essayer de produire l'analogue de l'ensemble de Mandelbrot, mais en 3 dimensions. Donc on a vu en 2 dimensions, ce qu'il faut faire tout le temps, c'est de prendre le carré d'un nombre complexe. Donc si on veut faire ça en 3 dimensions, il suffit de prendre le carré d'un point en R3. Mais il n'y a probablement personne dans la salle qui sait comment on prend le carré d'un point en R3. Donc, on va devoir de nouveau être un peu créatif. Regardons d'abord prendre le carré d'un point complexe. C'est quoi? La formule en haut nous le dit. Le carré d'un point, c'est le carré de la module, de la distance vers l'origine. Et on doit doubler l'argument, l'angle avec l'axe réel. Je ne sais pas si vous avez jamais vu le carré d'une photo, mais ceci, c'est le carré d'une photo. Donc, cette croix qui se trouve quelque part en Bretagne était verticale, maintenant c'est à 180 degrés car on a doublé l'angle. Si on prenait en 3 dimensions quelque chose qui utilise une distance de l'origine et qui utilise des angles, mais ça existe. Ce sont les coordonnées sphériques. On peut exprimer les valeurs pour x, y et z en utilisant la distance de l'origine et 2 angles. Ça donne ces formules-là. Et puis, on en fait une itération. On va définir le carré d'un point en R3. Simplement, par analogie, le carré du point, ce sera le carré de la distance vers l'origine, et c'est qu'on obtient si on double les 2 angles. Donc voilà notre itération. On doit, comme dans l'ensemble en 2 dimensions, toujours ajouter les coordonnées du point original. Mais on a évidemment, comme on a vu, besoin d'une estimation de distance.
Sans estimation de distance, cela ne va pas marcher. Donc pourquoi pas prendre une formule là qui est complètement l'analogue de la formule qu'on avait en 2 dimensions. C'est peut-être naïf, mais on va essayer. Hein. Il y a dans ce monde des gens qui s'amusent avec ça tout le temps. Je vais les appeler les fractalistes. Ils se rencontrent sur Internet dans des forums pour échanger des idées. Et il y a 10 ans, il y avait un Anglais, Daniel White, qui venait avec cette idée. Et tout le monde était très excité, car ça semble une très bonne idée. On allait finalement voir l'ensemble de Mandelbrot en 3 dimensions, qui est comme le saint graal des fractalistes. Donc, avec cette idée, tout le monde se met à programmer et on arrivait à la première image. Et c'était la chose la plus laide qu'on a jamais vue. Mais il y a une bonne nouvelle. Hein? Notre estimation de distance, assez naïve, ça marche. Hein? Tous ces détails moches, on les voit en grand détail. Et on n'a pas fait n'importe quoi, car si je coupe ceci en 2, on retrouve bien l'ensemble de Mandelbrot 2 dimensions. Mais puisqu'on est là, pourquoi pas essayer autre chose? Au lieu de prendre le carré, si on prenait le 3e degré, le 3e degré donne ceci. C'est déjà plus symétrique. 4e degré, ça donne quoi? Plus symétrique encore. Hein? 5e degré. Et finalement, ceci c'est le 8e degré. On a nommé ça le Mandelbulp. Le Mandelbulp est donc un objet fractal inventé par des amateurs. Et est-ce bien un objet fractal? On reprend la définition. Si on trouve des détails à toutes les échelles, c'est bien fractal. Hein? Donc on zoome. Ça peut probablement vous convaincre que c'est bien fractal. Voilà. On a construit notre première fractale en 3 dimensions. Mais on va en construire quelques autres. La prochaine famille de fractales, on les appelle les fractales kaléidoscopiques. Et ceci est peut-être un peu étrange, mais pour expliquer ce que ça signifie, je dois commencer à parler un peu de polyèdres bien réguliers. Voici une sphère, et sur cette sphère, il y a un nombre de grands cercles, et les cercles, sur la sphère, ils forment un pavage de triangles tous identiques. Je prends un de ces triangles, le triangle vert là, et je regarde le sommet bleu. Si je prends les points symétriques par rapport au plan qui passe par les arêtes de ce triangle, je retrouve ici ce point vert, je vais trouver ce point vert, je retrouve le sommet d'un cube. Et si je fais la même chose avec l'autre sommet là, je retrouve le sommet d'un octaèdre. Voici
avec un autre pavage. Cette fois-ci, dans le triangle, on a des angles de 60 degrés et 36 degrés. Et ici, évidemment, 90. C'est plus que 180, mais sur une sphère, c'est normal. Hein? On fait la même chose avec le sommet bleu. On retrouve le sommet d'un dodécaèdre. Et quand je prends l'autre sommet, je retrouve le sommet d'un icosaèdre. Je peux même prendre un point qui est quelque part sur une arête. Voici, et on retrouve l'icosaèdre tronqué, mieux connu comme le ballon de foot. Hein? Bon, on va jouer avec ça. Voici encore le pavage qu'on vient de voir. Cette fois-ci avec des plans qui coupent la sphère au lieu de grands cercles. Et ce que je fais, c'est de jeter tous les plans, sauf ces 3 plans. Et je choisis un point là, le point en blanc. Et maintenant, on va construire un algorithme, une itération. On prend un point en R3, quelque part, et on prend le plan symétrique par rapport à ces 3 plans, jusqu'à ce que le point se trouve au bon côté des 3 plans. Il va se trouver dans la zone verte, ici, quelque part. C'est une zone pyramidale. Quand on a fait ça, on va éloigner ce point de ce point C, ce point blanc qu'on avait choisi. C'est une dilatation. Le point va s'éloigner par un certain facteur. Prenons ce facteur pour le moment 1,5. En faisant ça, il est possible que le point sorte de nouveau de cette zone entre 3 plans. Donc on recommence. Une démonstration. Je vais encore dire, si le point va trop loin, s'il va à une certaine distance de l'origine, ce point dans cette itération ne va jamais revenir, donc on peut l'oublier. Voilà, c'est environ 1 million de points serrés dans une sphère. Donc on fait le premier pas d'abord. Tous ces points sont maintenant entre les 3 plans. Puis on fait l'itération une dizaine de fois. Et ce qu'on voit à la fin, c'est ceci. Donc beaucoup moins de points. Il semble qu'il y a peu de points là, mais il y a beaucoup de points là qui partagent la même position. Et comme on a fait avec la danse dans l'ensemble de Mandelbrot, on va demander à tous ces points de se repositionner sur leur position initiale avant qu'on a démarré l'itération. Et ils vont faire ça. Et ce sont tous des points qui sont à l'intérieur d'un dodécaèdre. Donc, avec ceci, on peut donc dessiner des polyèdres en général, disons à la Mandelbrot, hein, juste les points qui ne s'envolent pas vers l'infini. Mais on aimerait faire ça en lancer des rayons. Donc, pour faire ça, en lancer des rayons, il faut de nouveau une estimation de distance. Et ici, c'est assez facile d'en trouver une. Donc, un point dans l'itération, si ce point est assez près d'une face du polyèdre, ça va prendre beaucoup d'itérations pour franchir la frontière. Donc, si on prend cette expression-là, R divisé par K, K c'est le facteur de dilatation, pouvoir N, pour un point tout près, N sera grand, pour un point qui est plus loin, N sera petit. Donc,
pour un point qui est tout près, la distance sera petite. Si on utilise ça, un point qui est plus loin, la distance sera grande. Donc avec ceci, j'ai dessiné ce dodécaèdre. Normalement, pour dessiner un dodécaèdre, il vous faut les coordonnées de tous les sommets. Il faut une liste de quels sommets forment les pentagones du face, etc. Mais ceci, j'ai donc dessiné avec juste les trois plans et les angles entre les trois plans. J'ai dû ajouter quelques astuces pour aussi montrer les arêtes et le sommet ici. Mais ce que je peux faire, c'est prendre un autre point C. Dans cette animation, le point C fait le tour du triangle. Donc, ça passe entre le dodécaèdre et puis l'icosaèdre et toutes sortes de polyèdres irréguliers entre ces points-là. Vous allez me demander, mais où sont les fractales ici, hein? Ce qui se passe souvent en jouant avec ces choses-là, c'est qu'on commence avec un algorithme assez rigoureux, et puis on s'en fiche, on va changer tout ce qu'on veut changer. Voilà, on commence. Le dodécaèdre, avec l'algo rigoureux, mais maintenant on prend un facteur K qui devient plus grand que 1,5. Ce qui va se passer alors, c'est que des points de l'intérieur du dodécaèdre vont aussi sortir et s'envoler vers l'infini. Et ils font ça d'une manière très régulière. Voilà, on a un dodécaèdre fractal. La même chose avec l'icosaèdre. Mais on peut encore avoir d'autres idées. Ici, ce qu'on fait, c'est entre deux itérations, on prend le point du moment dans l'itération et on applique une petite rotation. Alors, ça donne des choses vraiment imprévisibles. Hein? Qui aurait dû dire qu'on va obtenir ceci avec une petite rotation? Regardez ce qui arrive à ce pauvre octaèdre. Cela ne ressemble même plus à un octaèdre. Ça fait un peu penser à l'éponge de Menger. L'éponge de Menger, pour faire ça, tout ce qu'il faut, c'est aussi une toute petite modification dans l'algo. Et on a l'éponge de Menger. Et on a l'éponge de Menger dans tous les détails. On peut zoomer, la structure reste en place. Avec la rotation, je peux simuler une éponge de Menger que mes petits-fils ont joué avec. Encore un dernier exemple, ce qui arrive à ce petit cube. Qui aurait pu prévoir qu'il allait pousser des petites parachutes sur le cube. Voilà, les fractales kaléidoscopiques. La prochaine famille, les fractales par inversion. Je dois dire quelque chose sur les inversions dans les cercles. Si je suis bien renseigné, ça, ce n'est plus dans le programme des écoles. Depuis un certain temps,
Ce n'est pas en Belgique non plus, en Pays-Bas non plus. C'est dommage car c'est un bon outil pour ce que nous faisons ici. C'est quoi encore les inversions? L'inversion dans ce cercle bleu-là de rayon R, les points P et P' sont les inverses l'un de l'autre. S'ils sont alignés avec le centre du cercle, et si les distances CP multipliées par CP' donnent R carré. Ça a la propriété assez sympa que si on fait ça avec tous les points d'un cercle, on arrive avec un nouveau cercle. Si on fait ça avec un cercle qui est perpendiculaire sur le cercle d'inversion, le cercle ne bouge pas, hein, il reste en place. Si on fait ça avec une droite, ça donne un cercle qui passe par le centre du cercle d'inversion. Et on peut faire la même chose en 3D. On parle alors d'inversion dans des sphères, mais c'est exactement la même formule. Cette fois-ci, l'inverse d'une sphère est de nouveau une sphère. Ça préserve les sphères. Comme j'ai dit, c'est un outil qu'on peut utiliser pour déformer d'autres ensembles fractales, mais avec les inversions, on peut aussi créer des fractales. D'abord, comme outil, l'image ici à droite, c'est ce qu'on obtient si on prend l'image par inversion sphérique de l'éponge de Menger là. Bon, construire un ensemble fractal en 2 dimensions. Vous voyez là 2 disques, hein, des cercles remplis. Appelons ça les cercles de base. Et les autres cercles, appelons-les les cercles générateurs. Ce qu'on va faire, c'est de prendre les images par inversion des cercles de base dans tous les cercles générateurs. Donc, si on fait ça une première fois, ça donne ça. On ne voit que 4 nouveaux cercles, car les cercles générateurs sont tous perpendiculaires sur les cercles de base. Prochain pas, j'en ai déjà beaucoup plus. On continue. Et ça forme ceci. C'est un ensemble fractal. Si on continue, si je fais un zoom, je vais découvrir des cercles de plus en plus petits, serrés entre des cercles plus grands. Un peu plus compliqué en 3 dimensions. Voilà maintenant 8 sphères de base qui sont arrangées sur les sommets d'un cube. Il me faut encore une neuvième sphère, mais c'est une sphère qui est centrée sur le centre du cube et qui est tangente à ces 8 sphères qui, eux, sont tangentes entre eux aussi. Puis des sphères génératrices, une première sphère à l'intérieur, aussi perpendiculaire sur les 8 sphères de base. Puis sur chaque face, je mets une sphère, toujours perpendiculaire sur les 4 sphères qui se trouvent sur cette face. On fait ça sur toutes les faces, en haut et en bas, et ici en avant, mais on ne voit plus rien alors. Donc, que va-t-on voir? En premier lieu, ça donne 4 nouvelles sphères sur chaque face et une sphère à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et ça continue. Voilà, toute la sphère est remplie de sphères de plus en plus petites. Mais ce n'est pas tout. Si je coupe ça en 2, on a rempli la sphère
avec des sphères de plus en plus petites. Et les inversions préservent les tangences. Donc, toutes ces sphères-là sont tangentes. Voilà, c'est ça, les inversions. Prochain chapitre. On peut encore dire aussi que ce petit dessin qu'on voit sur certains de mes slides, c'est aussi fabriqué avec des inversions sphériques. On va maintenant parler de fractales hybrides. Autour du même temps qu'on a inventé le Mandelbulb qu'on a vu, quelqu'un est venu avec une autre manipulation d'un point en 3 dimensions et ça donnait ceci. On l'a nommé le Mandelbox. C'est un objet fractal cubique. On n'a pas le temps d'ici aussi expliquer comment se fait l'algo et l'itération. Juste que c'est aussi fractal, si on regarde très près. Mais ça a des formes qui sont bien, disons, cubiques. Mais ça peut continuer aussi à l'infini. Mais maintenant, on va faire quelque chose d'assez stupide à première vue. Avant ça, je vais encore dire que si on regarde très près un Mandelbox, on trouve que c'est un peu laminé. Ça consiste de plusieurs couches, comme une millefeuille. Donc, que va-t-on faire? On va prendre une itération. On commence une itération avec les formules qui sont valables pour le Mandelbox. Et puis, après 3 itérations, on change d'avis. Et on commence à utiliser les formules qui sont valables pour le Mandelbulb. C'est ça les fractalistes, ils essayent tout. On penserait que ça n'a donné que du chaos. Mais, surprenant, ce n'est pas le cas. On voit une structure qui a des étages. Les étages viennent de cette propriété de Mandelbox, mais il faut le regarder de plus près. On découvre ces formes très bizarres. Ici, c'est vraiment comme si on entrait dans un autre monde, comme des décors pour un film de science-fiction. On peut même prendre une petite promenade. J'ai découvert ça quelque part là-dedans. Mais si on peut faire ça avec deux formules différentes, pourquoi pas introduire une troisième? Mandelbulb, Mandelbox, éponge de Menger. Voilà. On voit des sphères qui ont des trous carrés, comme on les voit dans l'éponge de Menger. Mais ce qui est aussi intéressant pour la suite de mon exposé, c'est qu'on y retrouve des sphères qui sont entassées, une grande sphère, une plus petite sphère, et ainsi de suite. Car j'arrive maintenant à ma dernière famille de fractales. Ce sont les fractales des groupes kleiniens. Ce sont peut-être les fractales les moins connus, mais à mon avis, ça donne des images qui sont très belles. Donc pour ceci, on a besoin de transformations de Möbius. Vous les connaissez, je suppose. Voilà une transformation de Möbius qui transforme un point complexe en un autre point complexe. Mais on regarde les transformations de Möbius qui ont un déterminant égal à 1. Que dire que AD moins BC égale 1.
Quand cela est le cas, on peut écrire la transformation inverse, comme la formule là. Et pour déterminer ce que devient une transformation de Möbius qui consiste de transformations successives, on peut le calculer en prenant les transformations de Möbius comme des matrices 2 à 2 et de juste faire la multiplication de matrices. Ici, c'est pour montrer que ces deux sont inverses, car ça donne la matrice d'unité. Donc, cette matrice, c'est juste Z. Z plus 0 divisé par 1. Une transformation de Möbius a quelque chose qu'on appelle une trace. La trace, c'est la somme des coefficients diagonales. Et chaque transformation de Möbius a 2 points fixes. Mais il est possible que ces 2 points fixes coïncident. Et si on regarde la formule des points fixes, cela va arriver si la trace égale 2. Car alors, ce qui est sous la racine là devient 0. Donc, que fait-on? On prend 2 transformations. Par exemple, les transformations qui sont écrites là-haut. La première transformation, on l'appelle A. La deuxième, c'est B. A majuscule, c'est l'inverse de A. Et B majuscule, c'est l'inverse de B. Nous avons donc 4 lettres. A, B, grand A, grand B. Avec cet alphabet de 4 lettres, on peut former des mots. Des mots comme on veut. Par exemple, là est écrit un des mots. Mais chaque mot, on doit donc le voir comme la multiplication de matrices ou de transformation de Möbius successives. Et pour ce mot-là, on va d'abord transformer par B majuscule, puis par A majuscule, puis par petit b et ainsi de suite. Comme A, B et les inverses ont un déterminant égal à 1, ce qu'on obtient là avec un mot aura aussi un déterminant qui est égal à 1. Ce qui fait que ça a toutes les propriétés d'un groupe dans le sens mathématique. Et c'est un groupe qu'on appelle un groupe kleinien après Felix Klein. Felix Klein, il jouait déjà avec ça il y a 100 ans, mais évidemment, Félix n'avait pas d'ordinateur. Et on va voir qu'il est intéressant d'avoir un ordinateur pour jouer avec les groupes kleiniens. Pour les amateurs, c'est le nom officiel de ce groupe, est là, SL2C. Que va-t-on faire maintenant? On va regarder ce qu'on appelle l'ensemble limite. Et l'ensemble limite, pour l'ensemble limite, on va se dire, on va écrire tous les mots d'une certaine longueur, tous les mots possibles de 2 lettres, par exemple, et tous les mots possibles de 3 lettres. Et on doit le faire dans un certain ordre. Je ne vais pas expliquer comment marche cet ordre, c'est juste pour vous montrer le livre où j'ai trouvé tout ce que je vous raconte maintenant. Comment on construit des mots dans cet alphabet à 4 lettres. Bon, on va prendre un exemple, c'est plus clair. Voici tous les mots possibles de 2 lettres. Remarquez qu'il y a AB et BA, car les multiplications des matrices, ce n'est pas commutatif. Donc, avec ces 12 transformations, on va transformer un point. Ça donne 12 nouveaux points. Et si on a la liste des mots dans le bon ordre, si on fait alors la connexion entre mots successifs, ça va donner un polygone où il n'y a pas d'arêtes qui se croisent. Donc un polygone avec
un intérieur et un extérieur bien définis. Ceci ne nous intéresse pas trop, un polygone à 12 sommets. Prenons 3 lettres. Le polygone se déforme. Il a maintenant 36 sommets. On continue. 4 lettres, 5, 6, 7, 8. Voilà, avec 18 lettres, ça fait déjà 30 000 points. Vous le reconnaissez, hein? C'est ce qu'on a construit avec les inversions. C'est exactement la même chose. On est arrivé au même résultat, mais avec un assez grand détour, hein? Voilà encore cet ensemble limite. Mais ce que je ne peux pas faire avec les inversions, mais oui avec les mots et les transformations de Möbius, je vais maintenant changer les transformations A et B, les transformations génératrices, et regardez ce qui se passe. Voilà, n'est-ce pas beau, hein? En plus, c'est fractal. Car si on regarde de plus en plus près, ce motif de boucle va se répéter à chaque échelle. Un exemple un peu plus compliqué. Ici, il y a environ 400 000 points. Mais c'est un peu difficile à croire, mais ce que vous voyez ici, c'est un polygone. C'est un polygone qui a un intérieur et un extérieur. Voilà, colorié avec l'intérieur. Donc, des fractales comme ça, ce qui est difficile à dessiner, ce n'est pas la fractale complet, mais si je veux faire un zoom maintenant sur une petite fenêtre là, ça devient difficile, car il y a une longue liste de mots, et ce que ne peut pas calculer, c'est quels mots vont donner des points qui tombent dans une fenêtre là. Donc pour faire un zoom, on est un peu condamné à calculer tous les points, même si on ne va en montrer une toute petite partie. On voit aussi que dans cette structure, il y a beaucoup de cercles. Non, si on connaît un cercle là, on peut connaître tous les cercles, car les transformations de Möbius, ils préservent les cercles. Donc, si je transforme un de ces cercles par un des mots dans la liste, je vais trouver un autre cercle qui est aussi dans l'ensemble. Mais si je connais des cercles, hein, si on veut tout le temps vers 3 dimensions, je peux remplacer les cercles par des sphères. Maintenant, j'ai quelque chose qui ressemble à quelque chose en 3 dimensions. Avec ça, on peut construire des petits jouets comme ceci. Encore un autre. Ce sont tous des sphères, mais les sphères sont évidemment tous dans un plan. Mais ici intervient ce que j'avais dit, les outils des inversions. Si je fais une inversion dans une sphère, de toutes les sphères que vous voyez là, je peux dessiner quelque chose qui n'est plus dans un plan. Par exemple, ceci. Ou encore ce petit bonhomme-là.
ou ce bijou. Mais évidemment, transformé par des inversions de cercle, c'est tout un peu artificiel. Il doit y avoir d'autres manières pour faire des fractales ensemble limite kleiniens en 3D. Une première manière, c'est de faire des transformations de Möbius en R3. Et on peut faire ça, mais ce n'est pas évident. Ça marche avec, non pas les nombres complexes, mais avec des quaternions. Maintenant, évidemment, on a une dimension en trop. Hein. Les quaternions, c'est 4 dimensions. Mais ce qu'on peut faire, c'est de représenter un point en R3 avec un quaternion dont le 4e élément est 0. Et si on fait très bien attention dans les calculs des quaternions, on peut le faire d'une manière que ce dernier élément soit toujours 0. Donc, on prend donc des transformations de Möbius à quaternions. On en prend 3. C'est un peu spécial. Donc, A, une transformation normale. Mais B et C, ce sont des translations. B, c'est une translation de droite à gauche. Et C, c'est une translation avant et en arrière. Un groupe comme ça, on l'appelle ça un groupe de Maskit. Maskit, c'est un mathématicien américain. On peut faire ça en 2 dimensions aussi. On oublie la transformation C, donc juste A et B, et ça va donner des ensembles limites comme ceci. Donc on voit l'effet de la translation, qu'est B. On a des structures qui se répètent de droite à gauche à l'infini. Donc on va obtenir quelque chose comme ça en 3 dimensions. Les cercles vont devenir des sphères. Ici, on a 3 lettres avec les inverses, c'est 6 lettres. Donc, on a un alphabet de 6 lettres et on peut en construire des mots, de longues listes de mots. Et chaque mot va maintenant transformer une sphère en une autre sphère qui sera aussi dans cet ensemble. Donc, on va obtenir quelque chose comme ceci, mais en 3 dimensions. Donc, cela va se répéter de droite à gauche et d'avant en arrière. C'est un peu difficile à voir ce que ça donne. Donc, j'ai isolé un exemplaire. Alors, vraiment en 3D maintenant. Hein? Mais avec ces formules, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux changer les courbures des petits queues qu'on voit là. Mais ici, c'est donc le plus intéressant, ce sont de nouveau les inversions sphériques. On se met quelque part dans ce forêt de ces objets. On choisit un point, on choisit un rayon. On fait l'inversion sphérique. Et tout ce qui est à l'extérieur de cette sphère sera jeté à l'intérieur. Et ça va former des choses comme ça. Ou encore ça. Mais ici, à mon avis, il manque encore quelque chose. Si on regarde, on a les grandes sphères vertes là et les petites sphères en jaune. Il devrait y avoir beaucoup plus de ces petites sphères en jaune. La raison, évidemment, c'est que ceci, c'est déjà, je ne rappelle pas le nombre exact, 200 000 sphères là. Ça a des limites à la longueur des listes des mots.
Ce que j'aimerais faire, c'est faire cela en lancer des rayons avec une estimation de distance, car ceci, comment ai-je dessiné ceci? J'ai un logiciel qui calcule toutes les sphères, qui fait une longue liste de sphères, leurs coordonnées des centres, leurs rayons. Et puis je prends ça, je mets dans un autre logiciel simple qui juste dessine les sphères. Mais je voulais faire ça autrement, faire des ensembles kleiniens sans liste de mots. Bon, avant d'aborder ça, je ne dois pas oublier de vous montrer mon exemplaire que je suis en train d'apprendre à danser. Si on veut essayer quelque chose, c'est toujours bon de commencer en 2 dimensions, ce sera plus simple. Donc, on a ici de nouveau ce groupe de masquites. On voit ces figures qui se répètent de droite à gauche. Tout ça dépend d'un seul paramètre T. Je fais quoi ici? Je vais isoler le motif central. J'ai dessiné 2 segments là, droite et gauche. Et c'est comme un pavé. Ceci se répète dans les 2 sens. Dans ce cadre central, il y a un motif en bas et un motif en haut qui sont symétriques par rapport à un point quelque part au milieu. Et je dessine une courbe, n'importe quelle courbe, mais qui passe par ce point de symétrie et qui va donc isoler la partie en bas de la partie en haut. Et puis, je vais construire un algo assez simple. Je prends un point quelque part dans cette bande horizontale. Si ce point est en dehors du cadre central, j'applique la transformation B ou B majuscule un nombre de fois et automatiquement le point va se trouver dans le cadre. Quand le point est dans le cadre, c'est en dessus de cette courbe séparatrice ou c'est en dessous. Si le point est en dessus, j'applique la transformation A majuscule. Si le point est en dessus, je prends la transformation A. Et à cause de cette transformation, il est possible que le point est de nouveau en dehors du cadre central, mais je répète, je commence de nouveau avec transformation B et B majuscule. Et voilà ce que ça donne. J'ai commencé avec un point dont je suis sûr que le point est dans l'ensemble limite. Par cet algo, on voit que le point sort de la bande. Un autre point qui est dans l'ensemble, ça sort aussi. Et si je prends un point qui n'est pas dans l'ensemble, ça s'arrête. À un certain moment, un point est transformé, disons, par A majuscule en un point qui est à l'autre côté de la courbe séparatrice. Donc, je vais prendre la transformation petit a, mais les deux sont les inverses. Donc, ces 2 points à la fin commencent à jouer ping-pong sur la courbe séparatrice. Et dans mon algo, je détecte cette périodicité et je peux arrêter. Je suis sûr que le point n'est pas dans l'ensemble. Donc, avec ça, je vais colorier les points qui, dans cet algo, vont sortir. Et voilà, dessiner l'ensemble limite sans avoir à faire une liste de mots. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Voilà une autre valeur pour T. Et maintenant, on a ceci. Et quoi maintenant?
remarquez que maintenant le complément de l'ensemble, donc tout ce qui était blanc, maintenant ça forme aussi des cercles tangents. Donc ça apparaît comme un cas spécial, mais ce n'est pas vraiment ça. Cela ça va arriver si, dans tous les mots possibles, il y a un mot de la forme ANBM, qui dans ce cas, on doit écrire comme ça, dont la trace de la transformation qui en résulte égale 2, qui a donc qu'un seul point fixe. Il y a donc une infinité de ces cas possibles pour toute valeur de n et de m. On peut, si on veut, calculer quel t il faut prendre pour arriver à un mot comme ça, qui a un seul point fixe. Dans ce cas-ci, il suffit de trouver la bonne racine d'une équation de degré 15. Mais il y a des méthodes pour faire ça. Si on prend toutes les valeurs de t qui donnent ça, et on les met en graphique, ça donne une courbe fractale, qu'on appelle la courbe de Maskit, de Maskit slice, qui est en effet la frontière entre des valeurs de t, ici, qui vont donner des ensembles limites bien discrets. Une valeur de t qui est en dessous ne donne que du chaos. Ça ne dessine rien du tout. Donc, ce point fixe semble être important. Dans le cas que nous avons ici, c'est le cas 151,10, ce point fixe est là. Et ce point fixe se trouve sur le point de tangence de deux de ces cercles. Mais si ça c'est le cas, si ce mot qui a 161 facteurs a un seul point fixe, si on prend une permutation cyclique de ce mot, ce qui en résulte va aussi n'avoir qu'un seul point fixe. Et voilà, ce sont tous les points fixes qu'on peut trouver. Dans ce cas, il y en a 161. Et on a de la chance, car si on fait les connexions, on trouve ceci. C'est notre nouveau cadre central, un peu plus compliqué. Ici, on ne peut plus parler d'un point qui se trouve en haut ou en bas d'une courbe séparatrice. On va devoir parler d'un point qui est ou qui n'est pas dans un polygone, comme ça. Mais il y a des méthodes assez faciles pour déterminer ça. Donc, avec ça, je peux aussi dessiner ceci sans avoir à calculer les longues listes de mots. Et ça donne ceci. Donc, pour les ensembles limites de groupes kleiniens qui sont de cette sorte de groupes de Maskit, on peut le faire. Mais peut-être que vous préférez la vue qu'on avait au début, quand tout est dans un cercle, on va de nouveau utiliser les inversions. L'image par inversion de cette bande là-haut, dans ce cercle, c'est ça. Et évidemment, ça dépend où on met le cercle pour le motif qu'on retrouve dans le cercle. J'avais aussi des plaintes que je ne pouvais pas faire des zooms. Avec ceci, les zooms ne sont plus un problème. J'espère que cela ne vous donne pas de vertige. Oh. On est déjà à une magnification de 15 milliards.
Donc, pour le cas en 2 dimensions, on peut le faire. Hein. Mais en 3 dimensions, je reprends un instant ces fractales hybrides. Dans les fractales hybrides, on avait vu des structures qui ressemblent un peu aux structures qu'on voit ici. Il y a des choses entre les étages là. Regardons de plus près. Prenons l'avion pour mieux voir. Voilà. Si on regarde ceci, et si on regarde ceci, qui est en 2 dimensions, c'est la même chose. Donc, quelque part, caché dans les formules et l'algo de Mandelbox et de Mandelbulp, il y a quelque chose qui ressemble très bien à ce qu'on veut faire ici, des groupes kleiniens en 3 dimensions. Donc, cela, on peut le faire par en lancer de rayons en 3D. Mais peut-on aussi faire ceci? C'est la question. Eh bien oui, c'est une longue histoire et ça a été une longue recherche. Ce cadre central, je dois créer une sorte de cadre central, mais maintenant en 3 dimensions, une boîte centrale. Les transformations B, les translations B et B majuscule, ils restent les mêmes. J'ai dû couper en 2 la transformation A et A majuscule, c'est ce qu'il y a dans les cadres verts là. J'ai dû prendre la partie réelle et la partie imaginaire pour avoir des expressions pour X et Y. Et j'ai dû ajouter une transformation qui ne marche qu'en Z, donc perpendiculaire sur l'écran. Et le plus difficile, évidemment, c'était de trouver une estimation de distance, car sans ça, rien ne va se passer. J'en ai trouvé une, elle n'est pas fameuse, elle n'est pas linéaire, il faut des facteurs de sécurité assez élevés, mais le plus important, c'est que ça marche, bien que le calcul des images dure trop longtemps à mon goût. Mais ceci, en 2 dimensions, peut donc devenir ceci en 3. Et on change les paramètres. Comme je dis, je trouve ça des fractales qui sont vraiment très belles. Ceci en 2 dimensions, ceci, ou encore cela. Ceci devient ceci, et en 3 dimensions, évidemment, on peut le regarder de tous les côtés. Et quand j'avais des plaintes qu'il n'y avait pas assez de petites sphères, ici, il y a, je crois, trop de sphères, si on regarde de plus près. Car tout ce que vous voyez là-bas, ce sont des sphères. Je n'ose pas dire combien de sphères de toute taille on a là dans l'image. Encore une autre vue. C'est ça. Avec ça, on a un nouveau jouet. Ça donne des heures de plaisir innocent à trouver de bons points de vue pour des inversions sphériques, afin de trouver d'autres manières pour colorier tout ça. Et à la fin, on peut toujours prendre une promenade infinie à travers ce monde enchanté des fractales. Et avec ça, j'ai tout dit pour aujourd'hui.